Le jour, je ne suis qu'un lycéen comme les autres. Je mange des céréales au petit déjeuner et je me démène pour faire face aux changements qu'amène la puberté. Mais la nuit... Pardon. Mais la nuit, c'est au crime que je fais face. Voleurs et assassins tremblent à la simple évocation de mon nom. Je suis... Spider-Man. Good morning New York! Une magnifique journée en perspective. La matinée s'annonce un peu fraîche, mais on attend une maximale de 20 degrés cet après-midi. Notre héros favori a bien travaillé toute la nuit, alors oui, on a des toiles d'araignée partout, mais une chose est certaine, nos rues sont de plus en plus sûres. Sans plus attendre... Vous vous êtes déjà demandé si les films étaient là pour nous donner ce qu'on veut? Ou si au contraire pour nous faire vivre une expérience intéressante, il fallait forcément nous violenter un peu? Oui, non. En tout cas, c'est de ça qu'on va parler avec une petite comparaison faite maison entre les premiers opus de chacune des séries de films Spider-Man. Allez, c'est parti pour un petit essai sur la place de la frustration dans la fiction. Générique. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de générique en fait. C'est dommage, ça serait bien un générique. Y'a pas quelqu'un qui veut me faire un générique? Il y a deux catégories de frustration dans les films. La première englobe les frustrations qui sont nécessaires, celles qui sont là pour nous faire désirer les choses de manière bien intense, pour que quand enfin on les obtient... C'est pour ça que Peter est présenté comme un gringalet, sans aucune confiance en lui, avec un potentiel virilité qui tend dangereusement vers zéro, attachant mais pathétique. Parce que c'est ça qui va faire que sa transformation en Spider-Man va être si satisfaisante, quand il va devenir ce qu'il ne pouvait pas être jusque-là, quand il va devenir cool. Quand on y réfléchit, il est logique que cette frustration soit inhérente à n'importe quelle histoire qui se respecte. Pour apprécier la victoire d'un héros, on doit d'abord le voir échouer encore et encore. C'est que le début, d'accord. Personne n'irait voir le Seigneur des Anneaux si Frodon marchait pépère jusqu'au Mordor, lâchait l'anneau dans la lave et rentrait chez lui faire la teuf. Bon, jusque-là, je pense pas vous avoir appris grand-chose, mais aussi évident que ça puisse paraître, de plus en plus de films se prouvent frileux à l'idée de nous faire endurer ces défaites à répétition, et se croient obligés de ménager nos émotions, ce qui résulte en des scénarios mous à souhait. Pour reprendre l'exemple de Peter Parker avant sa transformation, dans The Amazing Spider-Man de Mark Webb... Sérieux, le mec s'appelle Mark Webb, quoi. Mark Toile. Ils l'ont pris pour ça, c'est pas possible. Ses faiblesses sont minimisées au maximum. C'est un ado relativement impopulaire, mais déjà plutôt cool et qui ose même s'opposer à la brute du lycée quand elle martyrise un autre personnage, alors qu'à mon sens, c'est celui-ci que Peter devrait incarner. Pour la deuxième catégorie de frustration, c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'elle est vraiment là, juste pour nous faire souffrir en fait. Et oui, parce qu'on est des êtres sensibles, et que si on est sur Terre, c'est pour expérimenter, pour ressentir, avec un grand R, le bon comme le mauvais. Alors si on peut faire ça dans le confort de notre canapé ou d'une salle de cinéma, sachant qu'à tout moment on peut décider, théoriquement en tout cas, de décrocher de l'histoire et de revenir à la réalité, c'est tout bénef. Dans Contact, quand Ellie, alias Jodie Foster, qui a dédié sa vie à la recherche de vie extraterrestrielle, va peut-être pouvoir rencontrer des aliens, ce qui est notre rêve à tous je crois, et que c'est sur le point de lui passer sous le nez, tout ça parce qu'elle n'est pas croyante, et donc peu représentative de l'ensemble de l'humanité, c'est insupportable, mais c'est tellement bon. Ou pour prendre un exemple qui va peut-être parler à plus de monde, chaque fois que vous re-regardez Friends, et que Ross et Rachel sont à deux doigts de se remettre ensemble, mais que tout capote, sérieux on est sur de la véritable héroïne audiovisuelle. Et le premier film Spider-Man de Sam Raimi n'est clairement pas un film qui est là pour nous donner ce qu'on veut. L'histoire d'amour entre Peter et Mary Jane, qui je pense est la vraie histoire du film, bien plus que la naissance du héros et son combat contre le bouffon vert qui n'est qu'un prétexte pour nous servir cette tragédie shakespearienne, est super frustrante. Mary Jane lui est d'abord inatteignable à cause de son manque de confiance en lui. En plus de ça, elle est déjà prise, et même quand ils ont un beau moment de vérité ensemble, elle s'empresse de retourner avec l'abruti qui lui sert de copain. Niveau frustration, on nous met bien déjà. Ensuite, quand elle redevient célibataire, c'est Harry qui entre en jeu et vole son cœur, quand au début du film en plus, Peter l'y a encouragé sur un ton humoristique. La frustration monte encore. Un peu plus loin, elle tombe enfin amoureuse de lui. Mais pas de lui en tant que Peter Parker. De lui en tant que Spider-Man. Encore plus frustrant. Et quand enfin elle tombe amoureuse de Peter Parker... Vous savez comment ça se termine. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Allez, la Terre ici Houston, nous avons atteint des niveaux de frustration jusqu'ici inconnus. Annulez la mission, je répète, annulez la mission, je rentre chez moi. De la même manière, on doit assister à la mort de l'oncle de Peter, quand les derniers mots que celui-ci lui a prononcés étaient prononcés sous le coup de la colère. Et en plus de ça, il est tué par une personne que Peter a laissé consciemment s'échapper plus tôt, pour des raisons qu'honnêtement, on comprend très bien. Non mais regardez-moi cette enflure, on aurait tous fait la même, c'est sûr. Encore pire, il se voit obligé de tuer le père de son ami qui va le détester pour ça, et même l'opinion publique de Spider-Man est négative alors qu'il n'a que les meilleures intentions du monde, etc. etc. Et c'est vraiment ça qui fait que le film est si marquant, et qu'il aura permis et engendré le retour des super-héros sur grand écran tel qu'on le connaît aujourd'hui. Spider-Man Homecoming de John Watts. Sorry, John Watts? Yeah, John Watts. What? Zappe la découverte de ses pouvoirs par le héros et nous balance directement dans une histoire où Peter galère à faire cohabiter sa vie de super-héros avec sa vie de lycéen, notamment sa vie amoureuse. Et là aussi, on pourrait argumenter que c'est ça la vraie histoire du film. Et tout le long, on accumule les scènes où Peter se voit obligé de répondre à ses obligations de super-héros, quand tout ce qu'il veut, c'est participer à ce genre de concours de culture G et gagner le cœur de Liz. Et ça marche bien. Le seul moment où vraiment quelqu'un a dû se dire que non, c'était trop, qu'on pouvait pas nous infliger ça à nous en tant que spectateurs, c'est vers la fin, quand Peter a le choix entre profiter de son bal de fin d'année avec sa partenaire dont il est éperdument amoureux ou poursuivre Michael Keaton. Et il y a ce plan où il hésite devant la vitre, et en regardant je me suis dit, il va se barrer, ça va être frustrant, ça va être génial. Et il va s'en aller, mais il entre d'abord pour s'excuser auprès de Liz, ce qui pour moi dédramatise complètement la scène et n'a que peu de sens vu l'urgence de la situation. Ah oui, et il y a aussi le fait que l'élu de son cœur n'est pas Mary Jane, probablement pour écarter dans les films suivants un dilemme moral pour Liz, qui serait du coup Mary Jane, qui voudrait laisser s'exprimer son cœur avec celui qui aura mis son père en prison. Et éviter cette intrigue, c'est exactement l'inverse de ce qu'aurait fait Sam Raimi dans la première trilogie. Dans The Amazing Spider-Man, la réticence des scénaristes à frustrer le spectateur trop ou trop longtemps est limite palpable. Ce qui fait que cette obligation morale qui empêche Peter d'être avec sa bien-aimée, et qui participe grandement de l'intérêt des deux autres films, est gérée de manière désastreuse. Non, sérieusement désastreuse, on peut pas faire pire. Ils vont même jusqu'à gâcher la cartouche de la révélation de son identité à Mary Jane en plein milieu du film, ce qui est limite le blasphème ultime en matière de super-héros. On a bien quelques exceptions, du genre Iron Man qui révèle son identité à la fin du premier film, mais déjà c'est la fin du film, et puis ça colle à sa personnalité de n'en faire qu'à sa tête et d'envoyer balader les règles. Ce qu'il fait en tant qu'Iron Man de manière intradiégétique, c'est-à-dire au sein même de l'histoire, et de manière extra-diégétique également, puisqu'en même temps Robert Downey Jr. et les scénaristes du film envoient balader les règles du film de super-héros, ce qui floute d'autant plus la délimitation entre le personnage et l'acteur dans la vraie vie, et ajoute à son charisme. Mais en dehors de contre-exemples comme celui-ci, c'est vraiment le truc à ne pas faire trop tôt. Vous imaginez si Clark Kent a annoncé à Lana qui il est dans le premier épisode de Smallville? On écrit quoi après derrière? Le problème, c'est que le film s'obstine quand même à traiter les mêmes thématiques que son prédécesseur, et se retrouve donc constamment en contradiction avec lui-même, au point qu'à la fin, le père de Gwen, dans un dernier soupir, fait jurer à Peter de s'éloigner d'elle pour la protéger, ce qui nous replonge donc dans la thématique de la raison et de la responsabilité contre les sentiments. Mais qu'est-ce qui se passe 5 minutes plus tard? Don't make promises you can't keep, Mr. Parker. Yeah, but those are the best kind. Quoi? Vous êtes sérieux là? On fait pas faire à un personnage une promesse sur le lit de mort de quelqu'un pour la briser juste après? Non mais c'est un truc de fou quand même, et c'est du jamais vu. Et pour moi, le seul intérêt de ce tournant, c'est de caresser le spectateur dans le sens du poil. Même chose avec la scène où Peter humilie la brute du lycée au basket grâce à ses nouveaux pouvoirs. Scène injustifiée et à la morale douteuse qui est clairement là pour satisfaire les envies de vengeance du spectateur. Et je vais pas continuer à lister tous les exemples, mais si vous avez suffisamment de temps à perdre, je vous invite à revoir le film sous ce prisme. Cette tendance à vouloir nous donner du divertissement émoussé, sans réelle profondeur, dépourvu de réelles émotions, on la voit de plus en plus, mais c'est aller à l'encontre de l'essence même de ce qu'est le cinéma. Alors, ne vous laissez pas faire, choisissez de ressentir, choisissez de vivre pleinement, à moins que vous ne préfériez vivre votre vie comme dans un cocon, dans un mélange de confort et d'ennui, comme un roc, comme une île. And the rock can feel no pain, and an island never cries. Et franchement, je suis un philosophe ou quoi?